Josiane, qui va tous Et Michel. Rachid Badouri. Alors, chers dignitaires, chers invités, chers élèves et membres du personnel de l'école secondaire d'Albévio, bonjour et bienvenue à l'événement de web diffusion retransmis dans plus de 40 écoles du Canada francophone de Belle cause pour la cause, qui s'inscrit parfaitement dans une des 3 missions de l'école, soit d'apprendre à socialiser. Mon nom est Josée Ranger et je suis la directrice de l'école d'Albévio et je suis très fière d'être l'école hôte de cet événement aujourd'hui. Permettez-moi de vous présenter quelques invités de marque qui ont accepté notre invitation. Donc d'abord, Mme Sophie Mawson, représentante de Mme Isabelle Morin, députée fédérale de Notre-Dame-de-Grâce-Lachine. Madame Isabelle Dumont, représentante de M. François Ouimet, député de Marquette. Monsieur Claude Dauphin, maire de l'arrondissement, qui devrait se joindre à nous pour l'événement. Madame Diane Lamarche-Venn, présidente de la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Monsieur Yves Sylvain, directeur général de la commission scolaire Marguerite Bourgeois, qui devrait aussi se joindre à nous. Et Monsieur Richard Guillemette, directeur général adjoint de la commission scolaire Marguerite Bourgeois, responsable du réseau de notre école. Alors, sans plus tarder, étant donné que la foule est très chaude, j'inviterai Mme Anaïs Favron, animatrice bien connue de tous, à vous introduire des gens ayant l'expérience ou l'expertise nécessaire afin de nous convaincre tous d'arrêter les préjugés envers les gens atteints de maladies mentales. Donc, place à nos invités. Merci. Merci beaucoup, Madame Ranger. Merci de l'accueil. Merci à tous les étudiants ici dans la salle. Bienvenue. Merci de cette belle accueil à l'école d'Albévio. Bonjour aussi à tous ceux qui nous écoutent à l'extérieur de leur école, en téléprésence. On est tous ensemble, Canada francophone, aujourd'hui pour jaser des troubles mentaux, des problèmes de maladie mentale et de belles causes pour la cause. Yeah! Vous êtes nombreux dans la salle à avoir mis votre beau T-shirt Belle. Vous avez aussi des gros bracelets en avant. C'est comme des affaires de tennis. Ouais, moi j'ai la version petit. On est tous ensemble, on est tous solidaires à la cause. Merci beaucoup. Ouais, on monte nos bracelets. On est en feu. Il y a aussi partout sur les murs ici de l'école des belles petites bulles avec des mots d'encouragement, des mots pour s'aider. C'est bien d'en parler. Félicitations à tout le monde et aux profs ici qui vous ont encouragé à travailler là-dessus et à en parler aujourd'hui. Je vous présente les 3 personnes qui sont avec moi sur scène. Vous les connaissez probablement. Voici Michel Mpambara, qui est humoriste. Et comme vous l'avez vu partout sur des panneaux et sur des autobus, il est porte-parole de la campagne depuis quelques années déjà, Michel, hein? Oui, depuis 4 ans. Et puis, j'ose le dire, je suis atteint de bipolarité. Et Monsieur le maire est arrivé. On applaudit Monsieur le maire. Bravo. On vous attendait. Ouais. Vous avez presque rien manqué. Le plaisir commence. Je vous présente aussi Alex Genet, qui est spécialiste du 3000 mètres steeple, donc un athlète olympique parmi nous. Alex, qui est aussi militant pour la santé mentale. Effectivement, moi j'ai été atteint d'un burn-out l'été dernier, donc dans la vie d'un athlète, on peut penser que ça nous affecte beaucoup. Et il y a aussi avec nous Josiane Babin, animatrice des ateliers Solidaires pour la vie, qui est un programme de sensibilisation à la dépression chez les adolescents. Ça, c'est vous autres. Et fait partie de la Fondation des maladies mentales, c'est ça? Exactement, oui. Tu es une professionnelle. Semblerait. Donc, on va pouvoir lui poser toutes les questions qu'on a à lui poser. Merci à vous 3 d'être là. Merci de votre générosité. Vous savez, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui souffrez de problèmes mentaux, que ce soit passagers ou plus sérieux. Peut-être que vous avez un ami, vous soupçonnez qu'il y a des problèmes. Qu'est-ce que vous pouvez faire? L'important, c'est d'en parler. Si cette personne-là
vous ne voulez pas lui parler directement, bien, vous pouvez parler à votre famille, à sa famille, mais surtout ici à l'école, vous avez des professeurs, des enseignants, des psychologues. Ils ne sont pas là juste pour vous donner des devoirs puis vous empêcher de courir dans un corridor. Ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous donner les ressources. Gênez-vous pas, puis allez-y avant que ça devienne trop grave, puis avant qu'on ne puisse pas vous aider. OK? Ça, c'est le conseil que je vous donne. Je ne l'aurais pas fait à votre âge, mais maintenant que je suis vieille, je peux vous le dire que ça vaut la peine. Il faut l'écouter, on dit Anaïs, Faut l'écouter. Anaïs, Écoutez Anaïs, les vieilles ouais. personnes. Anaïs. Yeah. Pierre haute. Hein. C'est la maladie mentale. C'est ça. Mets ça sur le dos de la maladie mentale, Michel. Bon, voilà. Il existe aussi une ressource très, très importante et je vais vous la nommer probablement plusieurs fois aujourd'hui. Jeunesse, j'écoute, sont toujours là au bout du fil. 1-800-668-6868. Tu sais, 668-6868. On est capable, hein? Faudrait la faire en chanson. Alors, ben, C'est hip-hop, OK? Vous allez faire ça. C'est une nouvelle chanson, Jeunesse, écoute. 666, blablabla. Blablabla, bla, vous aurez personne au bout du fil. Mais 6868, ça fonctionne. Alors, on est ici pour parler des maladies mentales. On est ici pour avoir des conversations, pour un peu que ça arrête d'être un tabou. Parce qu'un problème, c'est que c'est tabou. On n'en parle pas, on garde ça pour soi. On pense qu'on est tout seul au monde puis que ça se peut pas. Et pourquoi vous êtes plus important que toutes les autres? C'est parce que vous êtes les jeunes. Plus tard, ça va être vous qui allez faire la société. Changer des habitudes puis des préjugés chez les vieux comme moi puis comme les autres, là. C'est difficile. Je suis très vieille, Michel. Ah oui, à haut de 25 ans, là, c'est pas facile. Alors, si vous êtes capable de rendre ça moins tabou, d'en parler, de l'accepter, ça veut dire que la société, plus tard, va être tellement plus ouverte, tellement plus simple, ça va tellement mieux aller. Alors, je vous mets toute la pression du monde sur vos épaules pour être ouvert d'esprit puis accepter tout le monde. Ça commence par des mots, par des attitudes, par une ouverture d'esprit, puis surtout par poser des questions au lieu d'avoir des préjugés. Se renseigner, en parler, puis à la limite, en rire, plus que garder ça pour soi. Alors ça, c'est mes autres petits témoignages. Pour vous parler de mon expérience personnelle, oui, moi, je suis une animatrice. Ça va bien, je travaille fort, tout est cool. J'ai l'air forte, tu sais. Mais j'en ai eu des problèmes, moi aussi. J'ai eu un enfant quand j'étais à l'université. Ça, c'était super. Ça, c'est la partie le fun. Vous avez eu quoi? Quand j'étais à l'université, Vous avez eu quoi? j'ai eu un enfant. Cette dure maladie, oui. Et après ça, moi, j'ai fait ce qu'on appelle une dépression postpartum. Ça arrive à beaucoup de mamans. Après l'accouchement, on est très, très, très fatigué. Puis, il y a comme un down qui s'empare de nous. Puis, on ne sait pas comment s'en sortir. Puis, moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille très, très proche. D'avoir mon papa qui a tout de suite vu que j'allais pas bien puis que j'avais besoin d'aide. Fait que j'ai jamais eu besoin de crier à l'aide parce que j'avais ces ressources-là de la famille très proche autour de moi. Mais si je ne l'avais pas eu, j'aurais été bien contente qu'il existe des organismes, que je puisse appeler quelque part, que je puisse avoir cette aide-là. C'est pour ça que je trouve ça important d'être là aujourd'hui, puis d'en parler, parce que ça peut arriver à tout le monde, même si après ça, on a donc l'air fort, puis qu'on ne trébuchera pas, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, ben, je me laisserai plus retomber. Si j'ai besoin d'aide, je vais aller la chercher, l'aide dont j'ai besoin. Alors aujourd'hui, on est bien sûr à l'école d'Albévio avec quelques centaines d'élèves, mais on est beaucoup plus que ça. Il y a 2200 élèves francophones du Canada dans 44 écoles qui nous regardent et qui sont avec nous en ce moment. Alors, on est beaucoup, on est tous ensemble, ça vaut la peine de s'exprimer. Entre autres, là, c'est pas juste au Québec, hein. Il y a l'école Monseigneur Bruyère de London, en Ontario, qui nous écoute. Hello! Hello! Il y a des écoles en Beauce, Havre-Saint-Pierre sur la Côte-Nord, Sherbrooke, Hey, les Beaucerons, Saint-Tite-des-Capes. salut ça, les Beaucerons, c'est beau ça. Ça, c'est toi, ben oui, toi, t'as l'air d'un Beauceron. Beauceron, ben oui. Ils sont tous comme toi en Beauce. Alors, Les jarrets noirs. Excuse. Je connais ça, les jarrets noirs. Excuse-moi, continue. aucun problème, aucun problème. Alors, tous ensemble, on va en apprendre et on va en jaser, entre autres avec les témoignages de Michel et Alex qui ont vécu un peu des troubles. La journée Belle Cause pour la cause, savez-vous ce que c'est et ce que ça implique? On est ici pour ramasser de l'argent. On va un peu voler de l'argent dans les poches de Belle. OK? Parce qu'à chaque fois que vous envoyez un message texte, que vous tweetez avec le mot-clic Belle Cause, à chaque fois que vous partagez l'image Belle Cause pour la cause sur Facebook ou que vous faites des téléphones interurbains ou des téléphones si vous êtes client avec Belle, bien, à chaque fois que vous le faites, il y a 5 sous qui vont à la cause. Et là, juste à 10 heures ce matin,
il y avait 14 millions d'interactions. Ça, c'est 14 millions de 5 sous. Tu sais, ça a l'air de rien, là, mais ça va finir par faire des millions de dollars pour la cause qui vont venir en aide à des organismes. Et ça, c'est vraiment génial. Fait que si vous avez un compte Twitter, c'est la première fois que je vais vous permettre d'utiliser votre cellulaire à l'école. Là, les professeurs... C'est un privilège. Oui, Facebook aussi, Facebook vous aussi, le partagez. partager, ça me dérange pas, même si vous le faites pendant la conférence en ce moment, ça me dérange pas. Je m'excuse aux professeurs, là, je détruis toutes les années d'éducation, mais quand vous aurez une pause à la maison, dites des niaiseries, c'est pas grave, tant qu'il y a le mot-clic sur Twitter ou qu'il y a l'image partagée ou que vous vous envoyez des messages textes, c'est tout pour la cause, puis ça vous coûte rien, ou à peu près si vous avez le forfait limité. Bon. Alors, donc, on va parler de santé mentale avec nos invités qui sont prêts, j'imagine. Et je voudrais dire aussi à ceux qui nous écoutent dans leur école à l'extérieur que vous pouvez sélectionner la fonction de clavardage et vous pouvez nous envoyer vos questions. Et à la fin de la rencontre, je vais prendre 2 questions d'école à l'extérieur et je vais les poser à nos collègues ici sur la scène. Et ici, bien sûr, dans la salle, on a plein de questions. On va se les poser aussi à la fin de nos discussions. Alors, voici la période de questions. On commence avec toi, Michel, puisque tu as l'air d'avoir le goût de jaser. Est-ce que c'est un test? Non, c'est moi. Oui, c'est ça. Alors, pour 3 points, Michel, tu dis publiquement, tu l'as dit tantôt, pas besoin de te tirer les verres du nez, tu es atteint d'une maladie bipolaire. Comment tes amis et ta famille ont réagi quand ils ont appris ton diagnostic? Est-ce que tu as dû faire face à des préjugés et est-ce que tu vois aujourd'hui des changements d'attitude? Il y a comme 3 questions. Là. Débrouille-toi. Oui, Anaïs, quand elle a dit, on peut faire des blagues dessus. Moi, quand j'ai eu le diagnostic, c'est il y a 10 ans. Maintenant, j'en parle ouvertement. Mais quand je l'ai appris déjà, c'était pas drôle. Il y a 10 ans déjà, c'était encore plus stigmatisé. Premièrement, le psychiatre m'annonce que je suis bipolaire. Moi, j'ai compris, bien populaire. Mais ça, je suis bien populaire. Je ne savais pas que c'était une maladie. Même mes amis immigrants, là, ils m'ont vu sur les photos des bipolaires. C'est une job, là. J'aimerais ça être bipolaire. Ça prend quoi pour être bipolaire? Mais j'ai appris que c'est la maniaco-dépression. Et quand tu apprends ça, non seulement tu perds des amis, la job, le couple. Et en fait, le médecin m'a dit que je traînais ça depuis longtemps, mais que je n'avais pas, personne ne l'avait remarqué. Tu sais, je faisais des folies parce qu'il y avait une rage que je traînais, une rage du fait, il y a beaucoup de symptômes, ça peut venir pouvait naître avec ça, beaucoup de chocs. Moi, je suis originaire du Rwanda, j'étais loin de mon pays, j'avais perdu un père jeune, un frère. Il y a des rages que tu traites, puis j'ai jamais connu un psychologue. En Afrique, on n'a pas les moyens d'un psychologue, donc tu trouves tes moyens personnels, d'où l'humour. Et à un moment donné, j'ai eu une séparation d'amour qui m'a vraiment fait mal. Là, je ne voulais plus parler à personne. Donc, ce n'est pas évident quand quelqu'un est bipolaire, c'est pas comme « Oh, j'ai une bipolarité, on va se soigner ». Non, je me suis coupé du monde. Le psychiatre m'annonce que je suis bipolaire. Comme on me demande avec les amis, j'ai coupé avec tout le monde, je suis parti en Afrique. J'avais honte. Je ne suis pas fou, moi. Moi, je suis une vedette connue. J'ai eu honte, je suis rentré. Même, je rentre au Rwanda, ma soeur qui vit là-bas, je rentre dans mon pays. Non, chez toi, c'est au Québec. Et ça m'a pris 3 mois, vraiment très déprimé. Puis petit à petit, mais les personnes qui sont restées, comme Anaïs l'a dit, son papa, moi, vraiment, ma mère était là, puis ça me dérange. Pourquoi c'est juste ma mère qui m'aime? Ouais, je sais, ma mère est toujours là. Et ça me gênait, puis me demandait, mais tes collègues, ça fait peur, annoncer ça. Et c'est pour ça qu'on fait cette campagne. Quand j'ai vu Clara Hughes, c'est une autre athlète qui a gagné 6 médailles, elle a une dépression. Mais non, elle vient d'avoir une médaille olympique. La plus grande médaillée du Canada, aux Jeux olympiques d'été et d'hiver. Ouais, donc, je me suis dit, donc c'est normal. Donc, c'était un processus. Je dis comme ça facilement, mais quand j'ai su il y a 10 ans, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé ça facile. Je me suis enfui. J'avais honte de moi-même. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qui t'a poussé à, après ça, en parler? Le groupe, les amis. J'ai commencé quelque chose que j'apprécie. Moi, je n'étais pas un sportif du tout. J'ai fait du yoga chauffé, du yoga où ce que je suis. Cet endroit-là était magique. C'était des gens qui ne me jugeaient pas. Il y avait des anglophones, ne savaient pas qui j'étais. Ils m'ont accepté comme une famille. Chaque jour, j'y vais, je suis déprimé, je ne veux pas parler à personne, je rentre dedans. Je fais du yoga, je suis... tout d'un coup, puis souvent, c'est physique. Les gens pensent que c'est vraiment physiquement, on dirait que épuisé, ça m'aide à retrouver des amis, avoir des amis. Je me suis fait un autre groupe d'amis, au yoga et ma famille. Et c'est là que j'ai trouvé ma blonde, puis depuis ce temps-là, je suis... Une nouvelle blonde. Comment on annonce ça à sa blonde? By the way, je suis bipolaire.
Comment, justement, vraiment, c'est étonnant à dire, pendant longtemps, tu sais, pendant 10 ans, je n'avais pas de blonde, j'étais gêné. On faisait, tu sais, à un moment donné, ça va faire, il faudrait qu'on commence à sortir ensemble. Tu sais, quand on se crouse, là, ça fait 3 mois, mais moi, j'ai peur, je suis gêné. Et j'ai su qu'elle le savait, puis j'ai fait comme, oh non, c'est pas grave. Et elle m'a dit que sa grand-mère, elle était schizophrène, qu'elle était sensible à ça. Vraiment, c'est pour ça que je le respecte. Je ne l'ai pas caché, elle le savait, c'est elle qui me l'a fait avouer. Je sais que tu es bipolaire. Tu n'as pas besoin de parler de ça. Je sais. Il m'a dit, c'est pas grave. C'est elle qui m'a accepté avant que je m'accepte moi-même. C'est ça que j'apprécie. Ça aide à s'accepter Oui, quand les autres t'acceptent. Oui, mais ça, c'est vraiment important. Quand les autres t'encouragent, tu te sens plus à l'aise. Au cours de la campagne cette année, il y a 5 façons simples d'éliminer la stigmatisation. Toi, est-ce que ces façons-là t'ont aidé? Il y a une façon très importante. Je suis humoriste ou je suis un humoriste, j'étais humoriste, vous êtes jeune, vous connaissez moi. Avec Rachid Badou, on faisait de l'humour, je sais ce que. Et l'une des choses qui est grave, c'est l'humour. Tu sais, quand quelqu'un. L'humour, c'est à double tranchant. Ça peut te blesser. Tu sais, on fait là, lui là, avec ça. Il ne faut pas vraiment, c'est ça qui est. Ça peut te casser. Il y a un autre humour qui élève l'esprit. Tu te sens plus. Si vous connaissez Yvon Deschamps, quand il rit, on ne sent pas qu'il rit de toi, il rit avec toi. Bon, pour moi, je pense que l'humour, c'est sentir que c'est notre fou, on l'accepte pareil. Pas faire comme, on ne le prend pas lui, on ne sait pas ce qui peut se passer avec lui. C'est très dur pour la personne. Tu fais des blagues de fou toi-même? Oui, je peux rire de moi. C'est comme les blagues racistes sur les Noirs, c'est les Noirs qui peuvent en faire. Okay? Est-ce que tu es noir? Hein? Des fois. On va maintenant poser des petites questions à Alex Genet. En tant qu'athlète olympique, tu as plutôt l'habitude à ce que les gens s'intéressent à tes performances, à tes prochaines compétitions, à ton entraînement. Tu veux qu'on s'intéresse à ça. Mais là, on te parle aussi de ton expérience de maladie mentale. Est-ce que tu trouves ça bizarre? Bien, c'est sûr que le sport, c'est la force. On ne montre pas notre notre vulnérabilité dans le sport. De montrer cette facette-là, de montrer qu'on est humain, en fait, c'est ça qui m'a poussé à en parler parce que Clara Hughes l'avait fait avant moi, puis c'est elle qui a changé tout le cours de mon burn-out, de mon épuisement professionnel l'été dernier. Donc, c'est elle qui m'a dit que c'était correct, on pouvait l'accepter, on pouvait en parler. Puis en fait, d'en parler, je me suis sorti de l'isolement et de me sortir de l'isolement, j'ai pu voir la lumière au bout du tunnel. Donc franchement, d'en parler, pour moi, ça a été aussi bénéfique que de parler de mes résultats sportifs. Est-ce que ça a changé ta façon de faire du sport puis d'être en tant que gars dans la vie de tous les jours? Effectivement, oui. J'ai beaucoup plus une approche très différente maintenant. Avant, je me qualifiais, je me représentais par mes résultats sportifs. Parce que j'étais dans le sport maintenant, je suis un père de 2 enfants, j'ai comme réalisé que c'était aussi important que le sport. Je me suis découvert des nouvelles passions. Ça m'a permis de prendre un recul sur ma vie et d'avancer encore plus fort maintenant, d'être encore plus motivé. Donc, ça prenait un repos pour remettre les pendules à l'heure finalement. OK. Penses-tu que les jeunes jouent un rôle important dans le dossier de la maladie mentale? Absolument, absolument. Moi, quand j'étais à votre place, on n'en parlait pas, on jugeait ceux qui en étaient atteints, et on les jugeait pas, en fait, on les évitait. On ne voulait vraiment pas avoir affaire avec des gens qui avaient des maladies mentales. Ils sont donc bien bizarres, ces gens-là. Maintenant, c'est moi qui en parle, je suis de l'autre côté, je l'ai vécu, et on n'est pas bizarre, on a besoin d'aide, on a besoin de repos, on a besoin que vous utilisiez les bons mots pour nous parler. Des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit « ça va passer, c'est un moment difficile, mais ça va passer ». Tout d'un coup, c'est vraiment encourageant d'entendre ça. Il y a quelqu'un qui vient me dire qu'il a peut-être traversé des épreuves difficiles ou qui connaît des gens qui ont traversé ce genre de maladie-là. Et on peut s'en sortir grandi quand on a les bons outils, quand on a le bon support. Donc vraiment, de choisir les bons mots pour moi, des gens qui sont venus me voir, ça le fait toute la différence. Donc, vous êtes nos leaders de demain. Vous êtes ceux qui vont changer nos perspectives face aux maladies mentales. Vous allez les accepter. Mais j'ai appris que des vedettes de télé et de cinéma américain étaient bipolaires, puis ça a l'air à moi d'être bipolaire. J'avais envie d'être bipolaire. C'est vrai, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'artistes, hein? Ouais. Je suis être cool et faut avoir une maladie mentale. Non.
Si vous en avez pas, dites vous en avez. J'irai pas jusque-là, par exemple. Non, on fait des blagues. On fait des blagues. Mais non, pour vrai, vous allez changer les choses dans le futur comme on a changé des choses, ma génération, face aux égalités hommes-femmes, donc au racisme, effectivement. Donc, L'homophobie, tous ces Ah, choses. ça, l'homophobie, mon ouais, Dieu. ouais. Ça Donc, a changé effectivement, au c'est bout. quelque chose de très changeant depuis il y a 10 ans. Puis de quelle Donc, façon, selon toi, on peut vaincre des préjugés? c'est d'en parler comme on le fait aujourd'hui, c'est de savoir que ça existe autour de nous, puis en parlant, peut-être que les gens vont être intéressés à les savoir. Être gentil aussi avec les gens. Tout à fait, mais les gens vont être portés à savoir comment on s'y prend avec quelqu'un qui a une maladie mentale. Donc peut-être que moi-même, maintenant, je sais mieux comment m'y prendre avec quelqu'un que je rencontre et qui souffre d'une maladie mentale. Donc peut-être que vous, avec ce qu'on fait aujourd'hui, vous allez en parler, vous allez comprendre, puis ça va être naturel pour vous d'aller vers quelqu'un qui a une maladie mentale. Mais, par exemple, bon, toi, tu as eu un problème passager, toi, tu as une maladie plus chronique. Quand les gens vous abordent, est-ce que ça vous choque s'ils vous en parlent? Aimez-vous mieux qu'on n'en parle pas? Ou est-ce que c'est moins pire que d'entendre chuchoter en arrière? Très bonne question. Moi, je trouve qu'il faut... Quand ils viennent m'en parler, c'est parce que ça les touche. Ils veulent en parler. Peut-être qu'ils sont affectés par ça, ils ne veulent pas le dire, mais briser l'isolement, c'est quelque chose Et d'important. la manière qu'il en parle maintenant, c'est tellement beau. Ils viennent me dire, hey, dans ma famille, moi-même, je dis, ben non, toi, tu as l'air normal. Oui, Alex me dit qu'il y a une maladie, mais ben non, tu es un athlète. C'est des gens, justement, je n'avais pas l'impression qu'ils avaient traîné une maladie mentale, qui viennent m'annoncer, qu'ils me font un témoignage sur Facebook. Et je me rends compte que c'est normal. Puis ça ne touche pas justement la personne, ça touche la famille au complet. Parfait. Merci beaucoup, messieurs. plaisir. On va maintenant parler avec Josiane, la professionnelle. J'aimerais ça, spécialiste. oui, la spécialiste, que tu m'expliques la différence entre la déprime et la dépression. Ça, c'est vraiment important de faire la différence entre la déprime et la dépression. Une déprime, on peut tous en vivre. Ça dure de façon différente, la durée est différente, l'intensité est différente. Mais c'est souvent en novembre puis en février. Ça peut revenir souvent dans ces temps-là, c'est vrai, mais ça peut aussi être dû à un événement en poche. Tu es chicané avec ton ami, tu es triste une couple d'heures, ça va. Ça peut être un peu plus long, ça peut prendre plus que quelques heures, ça peut prendre des semaines. Une rupture amoureuse, on ne s'en remet pas nécessairement comme ça. Ça peut être 6 mois aussi, une déprime passagère, mais l'important, c'est que ça s'améliore avec le temps, la déprime. La dépression, c'est une maladie mentale et ça ne s'améliore pas avec le temps quand on n'a pas l'aide qu'on a besoin. Ça affecte toutes les sphères de notre vie. C'est intense, on a des symptômes qui sont là, qui nous empêchent de fonctionner au quotidien. Puis c'est ça la différence, c'est que la déprime, ça va mieux avec le temps. On a de l'intérêt pour nos activités. La dépression, quand ce n'est pas diagnostiqué, l'état s'aggrave. Puis c'est vraiment là qu'il faut être en mesure de réagir à ça. Mais comment on le sait? Tu sais, par exemple, si tu es déprimé, quand est-ce que tu le sais que c'est plus grave puis c'est une dépression? Est-ce que c'est plus toi ou les gens autour qui le savent? Les deux. Nous, on peut se questionner. Souvent, c'est comme, me semble, j'agis pas comme d'habitude. Il y a quelque chose qui se passe, mais 70% des jeunes qui en vivent une dépression ne le savent pas. Ils savent qu'ils vont pas bien. Ils savent pas que c'est ça. Fait que c'est là que les amis peuvent entrer en ligne de compte, remarquer les symptômes, remarquer la rupture dans le comportement, faire Anaïs, t'es pas comme d'habitude dernièrement. Je vais t'en parler. Josiane, Les on gars, m'a souvent dit que c'est juste une crise d'adolescence. C'est quoi, on peut savoir que c'est pas juste une petite crise d'adolescence? La crise d'adolescence a le dos large. Hein? Mais tout n'est pas une crise. Tu sais, quand le jeune fonctionne, qu'il y a de l'intérêt, que tu as encore du fun à être avec tes amis, ben, tant mieux, c'est peut-être une période poche. Puis on en vit tous des moments où on est un peu révolté, on est en crise d'identité, on cherche nos repères. C'est normal des fois d'être perdu, là. Mais quand c'est au quotidien, intense, puis que là vraiment, tes amis t'en parlent, te reconnaissent pas, tes profs, tes parents, les gens de ton entourage sont là, puis ils lèvent un drapeau, puis ils font comme non, ça va pas, là. Il y a quelque chose qui se passe, puis c'est souvent ce premier pas-là qui est difficile à faire. D'aller voir son ami, puis de dire, moi, je t'inquiète pour toi, parce que toi, tu vas pas bien, puis je l'ai vu. C'est dur de le voir, de le comprendre, puis d'en parler. Vous l'avez vécu. Les gens n'étaient pas toujours à l'aise de vous le dire ou de vous en parler. J'ajouterais, c'est aussi dur quand les autres te le font miroiter, de l'accepter. Ben OK, oui. j'ai un problème et je dois aller chercher du support. Mm-hmm. Et là, quand on accepte ça, quand on renverse la vapeur, c'est là qu'on peut faire un progrès. C'est là qu'on peut aller chercher de l'aide puis qu'on va être ouvert aussi à guérir. Ben oui, parce qu'Anaïs, tu l'as dit d'entrée de jeu tantôt, si on va pas bien, si on souffre puis qu'on vit une détresse, il faut en parler. C'est le premier pas vers un rétablissement, mais Seigneur, que ce pas-là, il est difficile à faire. C'est pas évident, mais les amis, l'entourage peuvent aider la personne qui souffre Mais à faire ce concrètement, premier qu'est-ce pas-là. qu'un ami peut faire? Ben, un ami peut faire quoi? L'ami, d'abord, les gars l'ont dit, il faut qu'il remarque. Il faut voir que la personne ne va pas bien, mais après ça, on va l'aborder.
On parle des grands thèmes, être à l'écoute de l'autre. Laisser ses préjugés de côté, puis juste être ouvert d'esprit, capable d'entendre la souffrance de l'autre, mais pas prendre toute cette souffrance-là sur ses épaules. Ado, on l'a tous été, on a tous voulu sauver le monde, un peu sauver nos amis. Tu vas pas bien, moi je suis capable de t'aider, c'est moi la meilleure placée, je te connais, je peux tout faire pour toi. Sauf que des fois, non. Des fois, ça dépasse nos intentions puis nos compétences. C'est là que les parents, que les profs, que les intervenants des écoles peuvent entrer en ligne de compte. On peut faire le pont entre notre ami qui ne file pas puis les ressources qui sont là pour l'aider. On peut aller avec lui, s'asseoir à la table chez ses parents puis dire « Bon, votre enfant, il va pas bien, là, on va en parler ensemble. » On peut lui tenir la main dans cette grande traversée-là. Puis après, c'est de continuer d'être l'ami qu'on a toujours été. Pas se prendre pour son médecin, pas surveiller. T'as-tu pris tes médicaments? T'es-tu allé faire ton rendez-vous? Ça va-tu bien, tes affaires? Non. Juste être là, lui changer les idées, puis le supporter, parce que c'est aussi ça qui va aider la personne à aller mieux. La dépression, c'est une maladie, ça soigne, il y a de l'espoir, mais ça ne change pas tout seul. Fait qu'on peut tous être acteurs de changement, je pense. Parce que avoir une bonne santé mentale, c'est aussi être bien dans sa peau, c'est bien aller. Puis quand on va bien, on est positif, on a envie de faire des choses. Puis c'est quand on va bien, puis qu'on se sent heureux, que là, on peut faire des super études, se dépasser, puis réaliser son rêve d'aller aux Jeux olympiques, réaliser une carrière sur scène, n'importe quoi. Quand je parlais de la gentillesse, on sait qu'il y a des trucs d'intimidation souvent de manière... Ce n'est pas nécessaire intimider l'autre. À long terme, je suis un vieux à ça. C'est amener une autre énergie d'amitié. Tu sais, les gens pensent que la gentillesse, ce n'est pas un signe de faiblesse. Quand tu es intimidé, tout le monde est capable d'écraser l'autre. Mais si tu vas à l'autre, tu essaies de dire, je t'ai remarqué, tu étais avec moi, tu gagnes beaucoup plus qu'à l'écraser. C'est vraiment l'autre contraire. Au lieu d'intimider, est-ce qu'on peut jouer sur l'autre modèle? Je le dis parce que, tu sais, en vieillissant, je n'ai rien gagné à n'être intimidé ou envoyer d'autres intimider les autres. Mais j'en ai vu gagner plus tard. Ce type-là, il m'a donné bonne énergie quand j'en avais besoin. Si vous le faites juste à côté, vous allez gagner beaucoup plus. C'est un conseil de grand frère, juste comme ça. C'est les publicités, je ne sais pas si vous les avez vues, les publicités à la télévision, un peu partout, c'est un peu ça. On a tendance à faire « Ah bon Dieu, il est bien weird, c'est un fou, tatata », puis on se moque, puis on rit à la place de juste faire « Hey, peut-être j'allais juste voir, c'est correct, tout va bien, ok, c'est beau. » Tu sais, c'est rien, là, puis vous avez juste l'air gentil. Puis ça, je pense que personne ne perd à juste avoir l'air gentil. La première fois, on ferait la même chose si quelqu'un est en béquille. « Hey, t'as besoin d'aide, on va aller t'aider. Ouais. » Au lieu de dire « Voyons, il manque une jambe » ou « Voyons, il y a un pied dans le plat. » Non, on le juge pas parce qu'on le voit. La maladie mentale, on ne la voit pas. Et c'est pour ça que c'est si difficile d'aller aider. Oui, je voulais qu'on parle de santé mentale avec toi, Josiane, parce que oui, c'est important de la garder, c'est important de ne pas tomber, évidemment, en dépression, mais comment on peut être sûr d'avoir une bonne santé mentale? Qu'est-ce qu'on peut faire pour soi? La santé mentale, c'est un peu une question d'équilibre. Tu sais, on est bien avec soi, on est bien avec les autres, puis on prend soin un peu de toutes les sphères de notre vie. Moi, à l'école, moi, avec mes amis, ma famille, ma santé physique, d'essayer de garder l'équilibre, tout ça. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir une bonne santé physique? Je fais-tu mon possible? Bon, bien dormir, bien manger, ça a l'air de base, là, faire du sport, mais des fois, ça demande une coche de plus. C'est facile de se coucher tard, c'est facile de manger des cochonneries au lieu de manger une pomme comme collation, mais de s'investir là-dedans. Tu sais. Mes amis, je les aime-tu? Est-ce que je leur dis que je les aime? Est-ce que c'est des amis qui sont là pour moi quand je ne vais pas bien, puis que je suis là pour eux quand ils ne vont pas bien aussi? De trouver l'équilibre à l'école. Est-ce que je fais, sans avoir les 90 %, c'est pas tout le monde qui peut topper ça, mais est-ce que je fais les efforts nécessaires? Est-ce que je m'organise? Est-ce que je l'utilise, mon agenda? Est-ce que je les prépare, mes examens? C'est toutes des petites choses comme ça, des petites actions qui, au final, peuvent avoir une vraiment très grande différence, un impact sur notre santé mentale. Puis la santé mentale, quand on en prend soin, c'est ça qui fait qu'on est outillé pour passer au travers des moments difficiles, pour traverser les épreuves puis foncer dans le tas un peu. Avec mon expérience, je peux dire que tout ce que tu dis, c'est extraordinaire. Il faut faire ça. Il faut aussi se laisser du temps pour relaxer, se reposer. Et se reposer, c'est avoir du plaisir d'être décontracté, arrêter de penser à ce qu'il faut faire, mais penser à se faire du bien aussi. Vraiment. Ça, c'est super important. Il ne faut pas le négliger. Repos, comme le dit, c'est quand tu dors à 3 heures du matin, étonnamment, tu te lèves à 11 heures déprimé. C'est physique. C'est juste une manière si tu dors tard, tu vas te lever physiquement. Et quand tu le fais longtemps,
physiquement, tout d'un coup, le corps commence à se fatiguer. Moi, je le comprends quand il parle même dans le monde de l'humour, il y a ces compétitions, tu fais des spectacles, tout ça, à un moment donné, tu n'as pas le temps de relâcher. C'est sûr qu'il y a une coche. C'est pas à la mode de se reposer. Non. On est dans une société où on vous demande d'aller à l'école tous les jours, après ça, de faire des activités, d'aller là, puis là, on vient que même vous autres, les jeunes, comme j'ai un fils en secondaire 3, puis il est overbooké dans son agenda, tu sais. Puis là, je fais, ouais, mais tu sais, c'est la mère qui va dire, hey, écoute donc un peu la télé. Non, mais alors que moi, j'en ai passé des heures sur mon Nintendo. Ça, c'était l'ancêtre du Xbox. Et non, mais... Oui, ça, c'est nous autres. Non, mais de prendre du temps pour soi, de faire une activité sportive, de voir Rater, des c'est amis. possible aussi. Rater, parce que des fois, quand comme tu dis une compétition, tu rates une compétition, tu n'as pas une bonne note, ça peut déprimer. C'est pas la fin du monde. De donner le temps d'avoir raté, tu as fait des efforts, mais si tu rates, c'est pas la fin du monde. Tout le Non, monde ventiler. fait des échecs. Juste de parler des choses qui vont pas bien, de sortir le méchant une fois de temps en temps, ça aussi, ça fait du bien. On vous demande aujourd'hui d'être accroché à votre téléphone pour nous aider pour la cause, mais demain, décrochez un peu. Parce qu'on est toujours en train de faire quelque chose dans notre société d'aujourd'hui. C'est rare qu'on va être ennuyé, c'est rare qu'on va s'ennuyer. Ça fait du bien des fois de s'ennuyer, pour que ce soit 5 minutes. On oublie que c'est là qu'on va se rechercher, c'est là qu'on va se ressourcer quand on n'a rien à faire. Et ça, j'ai appris ça dernièrement, mais ça fait tellement du bien de prendre 10 minutes dans la journée puis de s'ennuyer un peu là, de tous ces gadgets technologiques. Mais surtout toi, j'imagine, tu as fait des études en même temps que tu t'entraînais de haut calibre, en même temps que tu voulais une vie sociale. T'es papa en plus? Je suis papa de 2 enfants, oui. OK. Fait que toi, tu as décidé de vivre la vie de 4 personnes en une avant 30 ans. Effectivement, c'est ça. Et voilà où ça m'a pas mené à nulle part. Je vous dis bien franchement qu'il a fallu que je prenne du repos et j'ai compris toute l'importance de décrocher. Hey, merci beaucoup à vous trois, c'est fantastique. Je pense qu'on va avoir des questions qui nous viennent des écoles à l'extérieur. Il y a une étudiante qui est supposée de me les apporter. Est-ce qu'elle les a avec elle? Et en attendant, il y a quelque chose qui m'a marqué. Ben, Moi, c'est un type qui jaillissait, qui m'a montré de l'amour, qui était bien gentil avec moi, ça m'a déstabilisé. Donc, c'est quelqu'un qui vous énerve et vous donne un petit geste d'amour, là, ça va le déstabiliser. C'est vraiment changer ce côté-là. Être gentil avec une personne. Puis, moi, quand c'est mon ami qui est gentil, je trouve ça normal. Mais quelqu'un que je sais qu'il ne m'aime pas, qui est gentil avec moi, ça me déstabilise complètement, dans le bon sens. Mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours conscience de l'impact que nos gestes, que nos paroles peuvent avoir sur quelqu'un. Puis de dire à quelqu'un, hey, je t'inquiète pour toi, ça va-tu? Ça peut changer complètement les choses, là. Oui, s'informer, s'ouvrir, parler, on le dira jamais assez. Hein? Puis des fois, ça peut être un pacte entre amis. Tu sais, des fois, avec votre meilleur ami, là, vous pouvez lui dire, OK, là, tout ce que je vais te dire, c'est juste pour me défouler. Fait écoute, puis après ça, oublie. Puis là, tu peux défouler ton sac, même si ça dépasse un peu ta pensée. Des fois, ça fait du bien. Ça, ou un journal intime. Moi, je fais ça. Moi, j'ai un pacte avec ma meilleure amie, puis elle entend des affaires que personne ne voudra entendre. Alors, j'ai des questions ici. Alors, une question pour Josiane. Qu'est-ce qu'on peut dire à un ami si on pense que la personne est déprimée ou suicidaire? Quel mot on peut utiliser? C'est vraiment une bonne question, puis je me la fais poser souvent. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a pas de phrase magique. Il n'y a pas de mot qui va amener la personne à aller mieux comme ça soudainement. Je pense que c'est d'y aller avec son cœur. C'est d'amener la personne aussi à aller vers un adulte en qui elle a confiance. Fait que juste lui dire, je vois que tu vas pas bien, je suis là pour toi, je peux pas t'aider toute seule, fait qu'ensemble, trouvons quelqu'un d'autre, trouvons un adulte à qui en parler. Des fois, de briser la glace comme ça enlève un poids énorme sur l'épaule de la personne qui va pas bien, de faire « Ah, quelqu'un l'a vu, quelqu'un peut m'aider et je peux aller mieux pour vrai, wow! » Fait que d'être là, d'offrir son aide, son écoute, puis de faire le pont avec un adulte, ça aussi, c'est important. Est-ce que ça se peut qu'on ait des mauvaises réactions? Oui. On est dans le vrai monde, ça se peut, mais c'est de pas lâcher. Parce qu'il y en a qui vont nier leur état, il y en a qui vont faire « Ah, tu capotes, j'en ai pas de problème » avec la petite attitude en plus, là. Mais c'est de pas lâcher. Il y a sûrement quelqu'un d'autre qui l'a remarqué. De créer une espèce de filet de sécurité autour de la personne, pas d'en faire une rumeur, pas de marquer sur Facebook « Aidez-la, elle va pas bien ». Non, juste de choisir. Facebook, on peut se calmer dans Oui, ce moment-là. c'est ça. Facebook, aujourd'hui, on partage la photo, mais on parle pas des problèmes des autres. Non, on sur les partage pas les problèmes Non. des autres. Non, ça intéresse Non. pas. Ça intéresse pas. Non, ça l'aidera Il y pas. a moyen de voir un professionnel quand tu sens qu'en tant qu'ami, tu n'es pas assez fort. Puis, de façon discrète, Mais oui. j'ai l'impression que j'ai peur pour mon ami, voir quelqu'un qui est un professionnel. Mais C'est tellement. ma famille. Hein.
Oui, à l'école, souvent, il y a des intervenants. Allez les voir, tu es inquiet pour ton ami, va le voir. Il va peut-être te donner des trucs, il va se pratiquer avec toi. OK, je vais jouer un petit jeu de rôle, je suis ton ami qui va pas bien, qu'est-ce que tu as envie de me dire? On va tester toutes les phrases possibles. Ça se fait et il y a moyen d'être discret aussi, tu sais, sans que toute l'école soit au courant. Il y a moyen de faire en sorte que l'ami puisse obtenir de l'aide, là. Souvent, j'ai l'impression, mais je n'ose pas rentrer. Il y a des jeunes ici, je sais que dans la famille, ça peut aller mal. C'est des cris et tout ça. Tu arrives à l'école, tu veux le cacher. C'est très, très dur à vivre. Peut-être quelqu'un qui peut te comprendre. C'est une des choses, c'est grave. Je le sais, hein, dans le milieu des migrants, on peut avoir des cris, puis c'est discret, il ne faut pas en parler. Tu sors ici, on ne sait pas ce que tu as vécu chez toi. Tu arrives ici, il y a peut-être quelqu'un qui est là pour t'écouter. On est là pour dire, on t'écoute. Parce que c'est des moments comme ça qui peuvent te rentrer dans la dépression. Vraiment, puis moi, j'ai envie de dire, si ça se passe pas bien la première fois, frappez à une autre porte, allez voir quelqu'un d'autre, parce qu'on s'entend pas bien avec tout le monde. Fait que souvent, au premier obstacle, on arrête, puis on fait comme, ah, OK, non, ça marchera pas. Mais non, il faut oser, il faut recommencer, puis il faut pas lâcher, parce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour s'en sortir. La question portait aussi beaucoup sur les mots. Vous autres, les gars, est-ce qu'il y a des gens qui ont eu les bons mots quand ils sont venus vous dire « Ouais, je pense que tu vas pas bien ». Et moi, ma conjointe, elle m'a dit, OK, il faut que tu fasses quelque chose là. Tu affectes toute la famille. Tu n'affectes pas juste toi, ça t'affecte beaucoup, mais tu affectes toute la famille. Et ça a été des mots qui ont allumé quelque chose. OK, là, c'est plus juste moi maintenant. Parce que te faire du mal à toi, tu pouvais, mais aux autres, tu pouvais pas. Bien, c'est parce qu'elle travaillait pour deux, pour supporter nos enfants. Donc, à un moment donné, elle veut travailler pour deux, mais elle non plus ne veut pas sombrer dans la dépression. Donc, elle m'a dit, là, il est temps que tu ailles chercher de l'aide, tu ne vas pas bien. Et ça, ces mots-là, venant de quelqu'un d'aussi proche que ma blonde, ça m'a vraiment touché. Et ensuite, quand j'ai été voir mon docteur, le docteur m'a dit, c'est traitable. Juste ce mot-là, ça m'a dit, oh mon Dieu, je suis pas Un mort. professionnel te dit que tu vas t'en sortir. Oui, exactement. Wow. Et Clara Ayous, qui continue de performer, qui rayonne, et qu'elle aussi a été dans des moments un peu plus difficiles, tout ça m'a simplement dit, OK, je passe par un moment difficile, je l'accepte et je vais de l'avant. Donc, les mots, c'est très important parce que j'ai un coéquipier qui m'a dit, je peux comprendre ce qui t'arrive, mais je ne suis pas d'accord que tu prennes du repos. Et ça, c'est pas des bons mots. Parce que ça, c'est comme dire, OK, ben tu comprends vraiment pas qu'est-ce qui se passe, là. Donc, en tant qu'ami, en tant que coéquipier, se faire dire ça fait plus mal que d'autres choses. J'aurais aimé mieux qu'il le garde pour lui. Bon, si vous pensez quelque chose de méchant, vous le gardez pour vous. Exactement. Je dois dire aussi, moi, j'ai été le plus difficile. Même quand le psychiatre m'a annoncé ça, je dis, non, moi, je suis un révolté, je suis un artiste. Est-ce que tu peux... Et même, je dis, tu pourrais dire ça à Robin Williams. Je dis, mais oui, il est bipolaire. Ah bon, je ne savais pas. Et je l'ai refusé jusqu'à ce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a aidé, un cousin, qui ne me jugeait pas. Il était là, puis avant je le trouvais plate. Pour une fois, je le trouvais intéressant. Il était juste là tout le temps. Il m'a demandé, vraiment j'étais en Afrique, il dit, on va voir un match de soccer, ça ne me tente pas. Il dit, oh, on va y aller. Tu sais, il m'obligeait parce que c'était comme un frère. Et là, j'étais, oh, mais c'était le fun. Il était là, mais il est tout le temps à côté de moi. Mais même mon frère, il dit, mais il est plate, il dit rien, mais je n'ai pas besoin que quelqu'un me parle. J'ai juste besoin qu'il est là, mais il me sent. Il était tout le temps, il revenait du travail, puis il s'asseyait à côté de moi, je le testais. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, je suis venu te voir. Mais là, moi, je suis habitué d'intéresser les gens. Mais je ne suis pas intéressé. Je ne t'ai pas demandé d'être intéressant, je suis avec toi. Ça m'a beaucoup marqué, Elvis, mon cousin, là, qui est tout le temps à côté de moi. Tu sais, il me traînait, puis il ne me posait pas de questions. Il était là. Puis là, il dit, viens avec moi, puis ça ne me tente pas de... Tu viens avec moi. Il savait qu'il m'obligeait. Et là, j'aimais ça, puis ça me touchait après coup qu'il reste autour de moi. Mais c'est vraiment quelqu'un, c'est resté un frère. Même mon frère n'a pas fait ça parce qu'à un moment donné, ça l'a énervé, il ne savait pas comment réagir. C'est pas tout le monde qui est à l'aise. Ouais. Ça, c'est normal aussi. Vraiment, je ne sais pas comment il a fait, il n'était pas professionnel, mais il a juste été à côté de moi, puis ça m'a beaucoup touché. Mais si on n'est pas à l'aise, on n'a pas besoin de juger non plus. Et ça, c'est important de faire la différence. J'ai une autre question qui s'adresse à toi, Alex. C'était quoi pour toi les premiers signes de burn-out? Comment tu l'as vécu? En fait, c'est une série d'événements.
Donc, il y a eu les Jeux olympiques en 2012 où j'ai très bien performé, mais j'en voulais plus. Donc, je me suis encore plus entraîné en 2013. 17e. Hein, 17e aux Jeux olympiques, j'ai raté la finale par une demi-seconde. Donc, en 2013, au championnat du monde, qui est exactement la même course qu'aux Jeux olympiques, j'ai voulu faire la finale. C'est juste moins médiatisé pour vous. Vous n'en avez pas entendu parler. J'ai réussi à faire la finale. J'ai terminé 12e. J'avais réussi un gros objectif, mais je suis revenu des championnats du monde. Je suis revenu de la Russie complètement épuisé. J'ai pris 2 semaines, mais là, tout d'un coup, il y avait les compétitions qui s'en venaient. Physiquement, mentalement, il n'y avait plus d'énergie, mais bon, on est athlète, on pousse notre corps, on pousse notre mental. C'est normal. Mais c'est normal, exactement. Puis c'est mon sport, c'est un sport. C'est sûr que ça va être dur. Là. Je ne suis pas dans le sport parce que c'est facile. Ça fait partie de ma réalité. Donc, je suis arrivé en 2013, je m'en vais en Asie pour faire des compétitions. J'arrête pas. Et là, vers février, ouf, là, les choses commencent à aller moins bien. Peut-être que c'est juste normal. Là, je suis fatigué. J'ai un 2e enfant en route. Et là, en février 2014, OK, là, je parle avec ma psychologue sportive qui me dit « Ouais, Alex, je pense que ça va pas très bien, mais garde ça tranquille, repose-toi le plus possible. » Mais j'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté. J'avais les ressources, mais je n'ai pas écouté. Et là, j'ai continué à pousser, à m'entraîner. J'avais des objectifs en 2014. Je voulais aller aux Jeux du Commonwealth. Je ne voulais pas arrêter. Et là, après un camp d'entraînement en Arizona, je voulais lancer mes souliers par la fenêtre. Je ne voulais plus rien savoir de tourner autour d'une piste. Je ne voulais plus rien savoir de sauter des haies. J'arrivais chez nous, j'allais porter mon enfant. Quand je suis arrivé chez nous du voyage, j'étais à terre. J'allais porter mon enfant à la garderie. Tout ce que je voulais, c'est d'aller me coucher, pas d'aller courir. Et là, ça a été comme de plus en plus. Il n'y a plus rien qui m'intéressait. Plus rien. Tout ce que je voulais faire, c'était de dormir. Dormir. Laissez-moi dormir, s'il vous plaît. Et ce n'était pas possible. Et là, à un moment donné, est venu l'appel de ma blonde qui m'a dit, là, c'est assez, il faut que tu ailles chercher du support, je ne peux plus vivre dans ça, tu n'es plus la même personne. Donc, ça a été une série d'événements. J'aurais dû être attentif, j'aurais dû écouter. Je ne l'ai pas fait. Maintenant, je sais qu'est-ce qu'en est les conséquences de mes actes et je les assume, mais maintenant, je veux en parler pour que les autres ne fassent pas la même erreur. Mais peut-être que vous allez la faire, puis c'est correct aussi. Mais vous irez en parler après ça. mais en même temps, vous saurez qu'est-ce qui se passe. C'est un passage. C'est correct, tu peux avoir une dépression, mais ce n'est pas la fin du monde aussi. Non, ce n'est pas la fin du monde. On peut s'en sortir très bien. Maintenant, ça va super bien. J'ai pris le repos que j'avais à prendre. J'ai recommencé l'entraînement. Prochains Olympiques? Prochains Olympiques en 2016, en espérant que tout va bien. Donc là, vous allez le suivre, vous allez le connaître. Ça, c'est cool! Après des discussions comme on a maintenant, où est-ce que vous espérez, vous trois qui connaissez bien la problématique, où est-ce que vous espérez que ce sujet-là s'en aille? Loin. Mais est-ce qu'à un moment donné, le but, ça ne serait pas qu'on n'en parle plus parce qu'il n'y a plus de problème? Ah, ça serait parfait, ça serait merveilleux. Mais je pense que juste d'être en mesure d'écouter l'autre, de comprendre, de s'informer, c'est aussi ça le chemin qui nous reste à faire, c'est connaître la maladie mentale pour pouvoir en parler avec les autres, pour pouvoir laisser tomber les préjugés, puis faciliter la demande d'aide pour les gens qui vont pas bien. Moi, je pense qu'on pourrait en parler comme quelqu'un qui a la grippe, pour se dire, il ne faut pas parler qu'il a la grippe, tu peux l'attraper. C'est gênant. Mais c'est, j'ai la maladie mentale. J'espère que je ne vais pas l'attraper tout le monde. Tu ne peux pas le faire comme ça. Je n'étais pas là parce que j'ai une dépression. C'est comme si tu t'étais cassé la jambe. C'est pas comme si, d'habitude tu as une dépression. Je coupe avec cette personne-là. Je me traînais avec, moi je pensais que j'étais avec quelqu'un de normal. Même si la personne a une dépression, la personne reste normale. Ouais. De parler de manière à ce que les jokes par rapport à la maladie mentale ne soient pas si drôles que ça. Mais moi j'aimerais que ça s'en aille. Étant donné que j'ai une maladie mentale qui s'est guérie, moi, j'aimerais qu'on parle plus de santé mentale. Comment rester en santé quand on l'est déjà? Par exemple, il y a des maladies mentales qu'on doit parler qui sont beaucoup plus graves et qui ont besoin de médication, qui ont besoin de beaucoup plus de support. Et ça, je pense qu'on doit continuer d'en parler. On doit continuer d'apprendre sur ces maladies-là, absolument. Est-ce que c'est correct pour toi de mêler les deux? Ben oui, c'est ce qu'on fait en ce moment, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est très différent, effectivement. Mm-hmm. Quand on a une période, puis après ça, c'est derrière nous, puis après ça, on apprend à faire attention à nous, alors de quelqu'un qui a un problème chronique, qui doit toujours faire attention à lui, c'est assez différent. Sans le dire, justement, avant la campagne de Belle, moi, j'ai eu
plusieurs crises de bipolarité où je me suis retrouvé à l'hôpital. Mais depuis que je suis dans la campagne, je sens une certaine responsabilité. Il y a un suivi. Je n'ai pas fait de crise. Parce que même les crises, c'était genre pour dire, hey, remarquez s'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Mais le fait que j'ai un suivi, je n'ai pas, ça fait plusieurs années que je n'ai pas de crise, je me sens équilibré parce que mais si par exemple on me lâche, ça peut arriver que si ma copine me laisse tout d'un coup, je rentre à la maison et c'est fini, peut-être que je vais aller en crise. Mais comme je sais que j'ai une maladie, tout de suite je vais demander de l'aide parce que tout seul, je sais que je peux exagérer ma peine. Parce que tu as l'expérience. Oh, tu l'as vécu, tu ne veux pas retomber là. Hein? Grâce à notre partenaire Cisco qui nous transmet ce beau moment qu'on vit dans un paquet d'autres écoles, il y a plein de jeunes qui nous écoutent. En terminant, est-ce que vous auriez comme un petit conseil à leur donner à ces gens-là? C'est la question quiz du jour. Prenez soin de vous. Ouais. Prenez soin de vous, prenez soin de tous les aspects de votre vie. Vous avez tout le support nécessaire pour aller chercher de l'aide s'il y a un problème. Parlez-en. Utilisez les bons mots si vous voyez quelqu'un en détresse et vous avez tous les outils pour réussir dans la vie et faites la promotion de la bonne santé mentale. J'ajouterais la même chose qu'Alex a dit, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres aussi, de vos amis, de votre famille, prenez soin de votre entourage. Moi, j'ai envie de parler aux gens qui vont pas bien puis qui sont en détresse en ce moment. Parlez-en. Il y a de l'espoir, on peut s'en sortir, il y a quelque chose qu'on peut faire. Oh, je veux ajouter à ça. Justement, il y a des gens qui regardent présentement, là, parce que moi, je sais que quand je ne suis pas là, on ne me regarde pas, là. Je suis bien déprimé. Là, je suis avec des gens, je suis comme ça. Je le sais, ça. C'est déprime, justement, on le sait. Tu sais, quelqu'un comique, je suis avec vous, je suis comme ça. Quand personne n'est pas là, je suis très déprimé. Il y en a peut-être qui sont là, qui sont comme ça. Je vous sens, mais parlez-en, ouvrez un peu. Oui. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci de votre temps. Merci de votre écoute. Et ici, à l'école d'Albevio, vous avez vos T-shirts et dans le dos, vous vous êtes écrit des messages de petits trucs pour votre bonne santé mentale ou pour l'aide à ceux qui ont des petits problèmes. Ben, j'invite tous ceux qui nous écoutent aussi via la petite caméra dans leur école de faire la même chose. Mettez-vous un poster sur les murs de vos classes, écrivez dans d'autres de vos T-shirts, mais pas des préférés que vos parents ne veulent pas que vous écriviez dessus, de ceux de belles causes pour la cause et pensez à quelque chose. Pensez qu'est-ce qui est le plus important pour vous, puis écrivez-vous de vous à vous un petit message pour vous aider à rester juste plus sain dans votre tête et juste pour vous, puis d'aider vos amis autour de vous. Merci à tout le monde de l'école d'Albevio. Merci à tout le monde au Canada français de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas qu'en tout temps, vous pouvez appeler Jeunesse J'écoute 1-800-668-6868. Merci beaucoup, bonne journée. En passant, vous êtes vraiment sage et hot. Moi, je ne vais pas au secondaire, je vous ai adoré. C'est hot, vraiment, c'est le fun. Vraiment, je vous sens bien, Anaïs. Merci, man. C'est vraiment cool. Merci beaucoup à Michel, Alex et Josiane. Merci Anaïs aussi. Anaïs.